Je suis entré dans la maison de mes parents avec 20 minutes de retard, et toute la famille était déjà assise autour de la table. Mon frère Dylan a souri narquoisement lorsque j'ai pris la chaise vide au bout de la table. J'ai essayé d'engager la conversation, en demandant des nouvelles de la prochaine réunion de famille que tout le monde planifiait. Le visage de Dylan s'est tordu dans ce sourire cruel que je ne connaissais que trop bien. Il m'a dit que je ne faisais pas partie de la famille, et que je ne devrais pas me montrer. La table a explosé de rire. Mes parents, ma sœur Rachel, la femme de Dylan, Heather, tous riaient comme si c'était la blague la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Je suis resté figé, fourchette à la main, incapable de bouger. Personne n'a dit un mot pour me défendre. Je me suis levé discrètement, j'ai pris ma veste, et je suis sorti sans me retourner. Le trajet de retour a semblé durer des heures, même si je n'habitais qu'à 15 minutes de là. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne l'autoroute. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu la conversation de groupe familial s'illuminer de messages. Dylan avait écrit quelque chose disant que j'étais trop sensible. Rachel avait ajouté un emoji hilar. Ma mère a envoyé un message disant que j'étais dramatique, et que je devrais revenir pour finir le dîner. J'ai posé mon téléphone face cachée sur le siège passager, et j'ai continué à conduire. Ce n'était pas nouveau. J'étais le mouton noir de la famille depuis aussi longtemps que je m'en souvenais. Dylan était allé à la faculté de droit de Georgetown, avait obtenu son diplôme avec mention, avait épousé Heather, qui venait d'une vieille famille riche du Connecticut. Rachel avait épousé un conseiller financier, et avait emménagé dans une maison avec un garage pour 3 voitures en banlieue. Quant à moi, j'avais démarré une entreprise de construction avec mon ami Marcus, juste après le collège communautaire. Nous construisions des terrasses, rénovions des cuisines, faisions des projets commerciaux lorsque nous pouvions les obtenir. C'était un travail honnête, et j'en étais fier. Mais pour ma famille, j'étais juste le gars qui travaillait de ses mains, pendant qu'il travaillait avec leur esprit. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je l'ai ignoré tout le long du chemin du retour, tout au long de la soirée, jusqu'à ce que je m'endorme sur le canapé en regardant un match de basket auquel je ne pouvais pas me concentrer. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone le lendemain matin, il y avait 37 messages dans la conversation familiale. La plupart étaient des blagues à mes dépens. Quelques-uns étaient de ma mère, disant que je devais m'excuser d'être parti tôt du dîner, et d'avoir mis tout le monde mal à l'aise. Je n'ai pas répondu. Je suis allé travailler, j'ai géré mon équipe sur un projet de rénovation de cafétéria scolaire, je suis rentré épuisé et j'ai essayé d'oublier ça. Mardi est passé. Mercredi est passé. Jeudi matin. J'étais en train de vérifier des factures à mon bureau lorsque mon téléphone a émis une notification que je n'avais pas vue depuis des années. C'était de ma banque. Échec du paiement du prêt. Fonds insuffisants sur le compte lié. J'ai eu l'estomac noué. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fixé l'écran, mes mains commençant à trembler. Il y a 6 ans, j'avais co-signé un prêt commercial pour Dylan, s'élevant à $200 000, afin de l'aider à lancer son cabinet d'avocat. Il m'avait promis 100 fois qu'il refinancerait dans l'année, et qu'il ferait retirer mon nom du prêt. Il ne l'a jamais fait. J'avais surveillé ce prêt sur mon dossier de crédit depuis lors. Mais Dylan faisait toujours les paiements à temps, alors j'avais essayé d'oublier cela. J'avais essayé de prétendre que ce n'était pas un nœud coulant autour de mon cou. Maintenant, le paiement avait échoué. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné à 11 heures du soir. C'était Dylan. J'ai regardé son nom sur l'écran et j'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Il a rappelé immédiatement, puis encore, 5 fois de suite. Ensuite, mon père a appelé, puis Rachel. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai finalement répondu au 6e appel de mon père. La voix de mon père était tendue. Il m'a dit que je devais parler à Dylan tout de suite. Il y avait un problème avec le prêt, et Dylan avait besoin de mon aide. J'ai demandé quel genre de problème. Mon père a dit que Dylan m'expliquerait, et que je devais le rappeler immédiatement. Puis, il a raccroché. J'étais assis sur le bord de mon lit, fixant mon téléphone. Il était presque minuit. Mes mains tremblaient. Je savais que tout ce qui arrivait allait être grave. J'ai appelé Dylan. Il a répondu à la première sonnerie. Sa voix était complètement différente de celle du dîner, 4 soirs auparavant. Amicale, chaleureuse, presque désolée. Il a dit qu'il était content que j'ai appelé. Il a dit que nous devions parler du prêt.
J'ai attendu, ne disant rien. Dylan s'est éclairci la gorge et a commencé son explication. Son cabinet d'avocat n'allait pas bien. En fait, cela faisait 8 mois que ça n'allait pas. Il avait perdu plusieurs clients importants. Certaines affaires s'étaient mal passées. Ses frais généraux l'étouffaient. Il avait manqué le paiement du prêt parce que sa trésorerie était serrée. Juste temporaire, m'a-t-il assuré, il se rattraperait le mois prochain. Mais la banque était difficile, il l'appelait constamment, et comme j'étais le co-signataire, il pourrait aussi commencer à m'appeler. Je lui ai demandé de combien il avait manqué le paiement. Dylan est resté silencieux un instant. Puis il a dit que ce n'était pas juste un paiement. C'était 3. Il jonglait avec les choses, déplaçant de l'argent, mais la banque s'en était rendu compte. Il voulait 53 000 $ immédiatement. 3 paiements manqués, plus les pénalités et les frais. J'avais la bouche sèche. 53 000 $. J'ai demandé à Dylan pourquoi il ne m'avait pas prévenu plus tôt. Il a dit qu'il ne voulait pas me déranger. Il avait essayé de gérer ça tout seul. Je lui ai demandé comment il prévoyait de gérer ça maintenant. Un autre long silence. Puis Dylan a dit que c'était pour ça qu'il appelait. Il avait besoin de mon aide. Je lui ai dit que je n'avais pas 53 000 $ qui traînaient. Il savait que je dirigeais une petite entreprise avec des marges serrées. Le ton de Dylan a légèrement changé. Il a dit que je devais avoir des économies. Je devais avoir des lignes de crédit. Il a dit qu'il effectuait des paiements sur ce prêt depuis 6 ans, et que maintenant il avait besoin que j'intervienne. Je lui ai rappelé qu'il avait promis de refinancer, et de retirer mon nom du prêt dans l'année. C'était il y a 6 ans. La voix de Dylan est devenue plus dure. Il a dit que les circonstances avaient changé. Le marché était différent. Son cabinet avait besoin de temps pour se stabiliser. Il ne pouvait pas refinancer en ce moment. Je lui ai demandé ce qui était arrivé à tous les contrats garantis dont il m'avait parlé 6 ans plus tôt. Ce qui était censé faire de son cabinet une valeur sûre. Dylan est devenu défensif. Il a dit que ses contrats étaient tombés à l'eau. Les affaires étaient imprévisibles. Il ne pouvait pas le savoir. Je lui ai demandé quand il avait l'intention de me dire que le prêt était en difficulté. Il a dit qu'il me le disait maintenant. Puis le ton de Dylan a complètement changé. La chaleur amicale s'est évaporée. Il a dit que je devais ça à la famille. Il m'a rappelé toutes les fois où il m'avait aidé. J'ai demandé quelle fois. Il n'a pu en nommer aucune. Il a juste répété que la famille est de la famille. Et que, là, il avait besoin d'aide. Je lui ai dit que je verrais ce que je pouvais faire, mais que je ne pouvais rien promettre. Dylan a dit, tu ferais mieux de trouver une solution, parce que si ce prêt était en défaut, ça nous détruirait tous les deux. Puis il a lâché la véritable bombe. Il m'a parlé de la réunion de famille au sujet de laquelle j'avais posé des questions au dîner. Ce n'était pas juste une réunion. C'était une fête d'annonce. Nos parents prenaient leur retraite, et donnaient leur propriété de vacances à l'Ectao à lui et à Rachel. Ils avaient décidé cela il y a des mois. Je n'allais jamais être inclus. Ils avaient tout planifié sans me le dire. Dylan a dit, je devrais connaître ma place dans cette famille maintenant. J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Mon cœur tambourinait. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mes comptes bancaires. J'avais 31 000 $ d'économie. Pas assez. Ma ligne de crédit commercial était au maximum, à cause des achats d'équipements que nous avions faits il y a 3 mois. J'avais peut-être 5 000 $ de crédit disponibles sur toutes mes cartes de crédit. J'étais piégé. Dylan m'avait piégé il y a 6 ans, lorsqu'il m'avait supplié de co-signer ce prêt. Et maintenant, il réclamait la dette. Pas seulement l'argent, mais la dette émotionnelle, l'obligation familiale, la règle tacite selon laquelle j'étais censé me sacrifier pour eux parce que c'est ce que fait le mouton noir. Il encaisse les coups pour que les enfants en or puissent briller. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, parcourant des scénarios dans ma tête. Aucun ne se terminait bien. À 6 heures du matin, j'ai appelé un avocat que je connaissais, nommé Trevor. Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir immédiatement. Il a entendu la panique dans ma voix, et m'a dit de venir à son bureau à 8 heures. Le bureau de Trevor était dans un petit immeuble du centre-ville, au 3e étage. Pas de réceptionniste.
Il faisait son propre café, et maintenait ses frais généraux bas. J'avais travaillé avec lui quelques fois sur des questions de contrat de construction. Il était direct, et ne perdait pas de temps. Je lui ai montré les documents du prêt que j'avais imprimés la nuit précédente. Trevor a mis ses lunettes de lecture, et a parcouru chaque page en silence. Son expression s'est assombrie à chaque page tournée. Finalement, il a posé les papiers et m'a regardé. La nouvelle était pire que je ne l'avais pensé. Trevor a pointé une clause enfouie au milieu de la page 7, responsabilité conjointe et solidaire. Cela signifiait que la banque pouvait me poursuivre pour la totalité du solde restant du prêt, pas seulement les paiements manqués. 178 000 $. Dylan avait structuré cela de cette façon délibérément. Trevor a dit que la protection de la société à responsabilité limitée de Dylan signifiait que la banque s'en prendrait absolument à moi en premier, parce que j'étais la cible plus facile. J'avais des actifs personnels, une maison, une entreprise. J'étais exposé dans toutes les directions. J'ai demandé à Trevor quelles étaient mes options. Il s'est penché en arrière sur sa chaise et les a énumérées. Je pouvais payer les 53 000 $ immédiatement, ce que je n'avais pas. Je pouvais déposer le bilan, ce qui détruirait mon entreprise, me coûterait ma maison, et ruinerait mon crédit pendant des années. Je pouvais poursuivre Dylan pour fraude, mais cela prendrait des années, coûterait des dizaines de milliers de dollars en frais juridiques, et échouerait probablement parce que j'avais signé le prêt volontairement. Ou je pouvais essayer de négocier avec la banque, mais Trevor a dit qu'il n'avait aucune incitation à négocier. Il voulait leur argent, et il savait qu'il pouvait l'obtenir de moi. Le conseil de Trevor était de payer ce que je pouvais, et d'essayer de mettre en place un plan de paiement. Peut-être que la banque ne me poursuivrait pas immédiatement si je montrais ma bonne foi. Peut-être que je pourrais gagner du temps. Je lui ai demandé combien de temps. Il a haussé les épaules. Des semaines? Peut-être un mois ou deux, si j'étais chanceux. J'ai quitté le bureau de Trevor avec l'impression d'être en train de me noyer. Je me suis assis dans mon camion, sur le parking, et j'ai essayé de penser clairement. J'avais besoin de faire comprendre à Dylan ce qu'il me faisait. J'avais besoin de faire comprendre à ma famille qu'il détruisait ma vie. J'ai conduit jusqu'à la maison de Dylan. Il vivait dans une banlieue chic, 20 minutes au nord de la ville. Une coloniale de 4 chambres avec un garage pour 2 voitures, et une pelouse bien entretenue. Je me suis garé dans son allée à 10 h du matin. La voiture de Dylan n'était pas là, mais la Mercedes d'Heather l'était. J'ai sonné à la porte. Heather a répondu, portant des leggings de yoga et un haut ajusté, ses cheveux blonds tirés en queue de cheval. Elle avait l'air ennuyée de me voir. J'ai demandé si Dylan était à la maison. Elle a dit qu'il était au bureau. J'ai demandé si nous pouvions parler. Elle a soupiré et m'a laissé entrer. Nous nous sommes assis dans leur salon. Tout était impeccable et cher. Des meubles en cuir, des planchers de bois franc, un foyer au gaz qui coûtait probablement plus cher que mon camion. J'ai dit à Heather que j'avais besoin de lui parler du prêt. Elle m'a coupé immédiatement. Elle a dit qu'elle était au courant. Elle gérait le cabinet de Dylan depuis l'année dernière. Elle s'occupait de toutes les finances. Je lui ai demandé si elle comprenait ce que cela me faisait. L'expression d'Heather n'a pas changé. Elle a dit que j'étais dramatique. Dylan avait traversé une mauvaise passe, mais les entreprises ont des hauts et des bas. Je devais être un homme et assumer mes obligations. Je lui ai dit que j'avais co-signé le prêt comme une faveur il y a 6 ans, et que Dylan avait promis de refinancer. Heather a fait un geste de la main, dédaigneux. Elle a dit, les promesses changent lorsque les circonstances changent. Dylan ne peut pas refinancer en ce moment. Fin de l'histoire. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Dylan avait manqué le paiement délibérément. C'était un test. Il voulait voir si j'interviendrais, et si je paierais moi-même sans qu'on me le demande. Il restructurait l'entreprise de Dylan, et ils avaient besoin de savoir si j'étais fiable, si l'on pouvait compter sur moi. Heather s'est levée et s'est dirigée vers un bureau dans le coin. Elle est revenue avec un dossier. À l'intérieur se trouvait un document, un accord de prise en charge de prêt. Elle a dit que si je le signais, j'assumerais l'entière responsabilité des 178 000 $. Dylan serait complètement libéré. Son nom serait retiré du prêt. Seul le mien resterait. Je l'ai regardée, incrédule. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a dit complètement sérieuse. C'était la solution la plus propre. J'assumerais le prêt,
le refinancerait selon mes propres termes, et tout le monde pourrait passer à autre chose. Je lui ai demandé ce qui se passait si je ne signais pas. L'expression d'Heather est devenue froide. Elle m'a dit que si je refusais, il s'assurait que tout le monde dans leur cercle professionnel et sociaux sache que j'essayais de détruire la carrière de Dylan pour de l'argent. Dylan avait des relations dans toute la communauté juridique. Il avait des amis au gouvernement municipal. Heather a dit qu'il s'assurerait que je n'obtienne plus jamais un autre contrat municipal pour mon entreprise de construction. Il ruinerait ma réputation, s'assurerait que tout le monde sache que j'étais le genre de personne qui se retournait contre sa famille quand les choses devenaient difficiles. Je me suis levé. J'ai dit à Heather qu'elle et Dylan pouvaient aller au diable. J'ai marché vers la porte. Elle m'a appelé, disant que je faisais une énorme erreur. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans mon camion et je suis parti, tout mon corps tremblant de rage. Ce soir-là, j'étais assis à la maison, essayant de trouver mon prochain mouvement, lorsque j'ai vérifié les réseaux sociaux. Dylan avait posté quelque chose une heure auparavant. C'était vague, mais ciblé. Il écrivait à quel point c'était difficile quand les membres de la famille essayaient de saboter votre entreprise pendant les moments difficiles. Comment certaines personnes ne pouvaient pas supporter le succès des autres. Combien il était reconnaissant envers ses vrais amis qui le soutenaient. Les commentaires affluaient déjà. Des amis et des membres de la famille élargie exprimaient leur soutien, disant à Dylan de rester fort, demandant qu'il ferait quelque chose d'aussi terrible. Personne n'a mentionné mon nom, mais je savais que ça allait arriver. Dylan construisait un récit. J'allais être le méchant. 2 jours sont passés. Je n'ai eu aucune nouvelle de Dylan ou de mes parents. J'ai passé ces jours à travailler, à essayer de me concentrer sur mon entreprise, à essayer de trouver quoi faire. Puis Rachel a appelé. Sa voix était douce et sympathique. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de la situation avec Dylan et le prêt. Elle a dit que c'était terrible, et qu'elle voulait aider. Elle a suggéré que nous nous rencontrions pour prendre un café, pour en parler en famille. Loin de Dylan, loin de nos parents, juste nous deux. J'étais désespéré d'avoir un allié. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de chez elle, samedi matin. Rachel m'a serré dans ses bras quand je suis arrivé. Elle nous a commandé 2 cafés, et nous nous sommes assis dans un box d'angle. Elle m'a demandé de tout lui raconter de mon point de vue. Je l'ai fait. J'ai expliqué toute la situation. Le prêt co-signé, les promesses de Dylan, les paiements manqués, les menaces d'Heather. Rachel écoutait, hochant la tête avec sympathie, posant des questions. Elle semblait sincèrement préoccupée. Je lui ai dit que je me sentais piégé. Je lui ai dit que je n'avais pas l'argent pour rembourser le prêt. Je lui ai dit que Dylan essayait de détruire mon entreprise si je ne coopérais pas. Rachel a tendu la main à travers la table et m'a serré la main. Elle a dit qu'elle comprenait. Elle a dit qu'elle parlerait à Dylan. Elle essaierait d'aider à la médiation. Elle a demandé si elle pouvait enregistrer notre conversation, juste pour avoir les détails exacts lorsqu'elle lui parlerait. J'ai dit, bien sûr. J'aurais dû mieux savoir. J'aurais dû le voir venir. Mais j'étais désespéré, et c'était ma sœur. Cet après-midi-là, la conversation de groupe familial a explosé. Rachel avait posté un enregistrement audio, mais ce n'était pas la conversation complète. Elle l'avait édité, coupé, pour faire croire que j'exigeais de l'argent de Dylan, que je le menaçais de le ruiner. Dans la version éditée, j'avais l'air vindicatif et cruel. Elle avait sorti mes mots de leur contexte. La conversation familiale élargie qui incluait tante, oncle et cousin s'est illuminée de réponses. En 1 heure, j'ai reçu des dizaines de messages de colère. Mon oncle Gary, qui m'avait donné mon premier travail de construction quand j'avais 19 ans, m'a envoyé un message disant qu'il était dégoûté. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais me parler. Des cousins avec qui j'avais grandi m'ont traité de traître. Ils m'ont traité David. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas croire que je traiterais Dylan de cette façon. Ma mère a envoyé un SMS. Elle a dit qu'elle ne m'avait pas élevé pour être ce genre de personne. Elle a dit que la famille était censée se soutenir mutuellement, et non pas se déchirer. Elle a dit que je devrais avoir honte. J'ai essayé de me défendre. J'ai envoyé des messages expliquant ce qui s'était réellement passé. Personne ne m'a cru. Rachel les avait atteints en premier. Elle avait contrôlé le récit. J'étais le méchant maintenant, et rien de ce que je disais ne changerait cela. Puis Trevor a appelé.
La banque avait officiellement accéléré le prêt. La totalité des 178 000 dollars était désormais due immédiatement. Ils avaient déposé une mise en demeure formelle. Si je ne payais pas dans les 30 jours, ils intenteraient un procès. Trevor a dit que l'avocat de Dylan fournissait des informations à la banque, me faisant passer pour un risque de fuite, faisant croire que j'essayais d'échapper à mes responsabilités. J'ai demandé à Trevor comment l'avocat de Dylan savait même faire cela. Trevor a dit que l'avocat de Dylan coordonnait probablement toute l'affaire. Il montait un dossier juridique pour me forcer à la faillite, ou me forcer à céder des actifs. Le coup suivant est arrivé 2 heures plus tard. J'ai reçu un appel du bureau des achats de la ville. Un de mes contrats, une rénovation scolaire d'une valeur de 80 000 dollars, était en cours d'examen. Des irrégularités dans le processus d'appel d'offres, il disait qu'il devait tout vérifier avant de procéder. Le responsable des achats s'appelait Nathan Bradley. Je l'ai cherché. Il était allé à la faculté de droit avec Dylan. Puis 2 de mes clients privés ont appelé à 1 heure d'intervalle. Tous 2 ont dit qu'ils devaient reporter leurs projets à venir. Problèmes familiaux, préoccupations budgétaires, excuses vagues. Je savais ce qui se passait. Dylan utilisait ses relations pour étrangler mon entreprise. Cette nuit-là, mon associé, Marcus, a appelé. Il voulait me rencontrer dès lundi matin. Sa voix était tendue. Il a dit que nous devions parler de l'avenir de l'entreprise. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit que nous en parlerions lundi. J'ai à peine dormi ce week-end. Lundi matin, Marcus est venu à notre bureau tôt. Nous nous sommes assis face à la table de conférence que nous avions achetée d'occasion il y a 5 ans, lorsque nous avions commencé à gagner de l'argent réel. Marcus avait l'air mal à l'aise. Il a dit qu'il avait parlé à sa femme tout le week-end. Il avait 3 enfants, une hypothèque. Il ne pouvait pas se permettre que la sécurité de sa famille soit menacée par mes problèmes personnels. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là. Marcus a dit que si mes problèmes financiers menaçaient l'entreprise, il devait se protéger. Il avait parlé à un avocat de la dissolution de notre partenariat. Il ne voulait pas le faire, mais il devait penser à sa famille d'abord. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Marcus était la seule personne sur qui je pensais pouvoir compter. Nous avions construit cette entreprise ensemble à partir de rien. Nous avions travaillé 70 heures par semaine, survécu à des récessions, concouru contre de plus grandes entreprises, et maintenant il s'en allait parce que ma famille me détruisait. J'ai dit à Marcus que je comprenais. Je ne comprenais pas, mais je l'ai dit quand même. Nous avons convenu de nous reparler plus tard dans la semaine. Il est parti. Je suis resté seul dans le bureau, entouré de plans de projets, de contrats, et de photos de bâtiments sur lesquels nous avions travaillé. Tout ce que j'avais construit s'écroulait. Ma famille avait gagné. Il m'avait complètement isolé, avait retourné tout le monde contre moi, détruit ma réputation, et menacé mon entreprise. Et je n'avais aucun moyen de riposter. Dylan était avocat avec des relations. J'étais juste un entrepreneur avec un diplôme d'études secondaires, et un certificat de collège communautaire. Cette nuit-là, j'étais assis dans mon appartement, fixant le mur. J'avais 3 options. Payer de l'argent que je n'avais pas, céder mon entreprise, ou tout perdre en faillite. Dylan m'avait acculé dans un coin sans issue. J'ai pensé à tout abandonner, à laisser tout s'effondrer, à recommencer ailleurs avec rien. Puis mon téléphone a vibré. Un message sur LinkedIn de quelqu'un que je ne connaissais pas. Son nom était Craig Thompson. Le message disait qu'il avait entendu par des relations communes que j'avais des problèmes avec Dylan Miller. Il a dit que Dylan l'avait également arnaqué. Il a dit que nous devrions parler. Il a dit qu'il pourrait avoir des informations qui pourraient m'aider. J'ai fixé le message pendant un long moment. Cela pouvait être un piège. Un autre coup de Dylan. Mais qu'avais-je à perdre? J'ai envoyé à Craig mon numéro de téléphone. Il a appelé 5 minutes plus tard. La voix de Craig était prudente et mesurée. Il m'a dit qu'il avait été client de Dylan il y a 3 ans, pour une affaire de litige commercial. Dylan avait pris une provision de 70 000 dollars, et avait promis une représentation agressive, puis n'avait presque rien fait. Il avait laissé l'affaire traîner. Il l'avait laissé se régler pour une fraction de ce que Craig aurait pu gagner. Et quand Craig avait demandé la partie non utilisée de sa provision, Dylan avait refusé. Il avait dit qu'elle avait été dépensée en recherche et préparation.
Craig savait que c'était un mensonge. J'ai demandé à Craig pourquoi il me racontait ça. Il a dit qu'il avait déposé une plainte auprès du barreau contre Dylan. Cela n'avait mené à rien. Dylan avait des amis au comité des plaintes. Il l'avait enterré, l'avait appelé un différend d'honoraires, et avait suggéré à Craig de la porter à l'arbitrage. Craig ne pouvait pas se permettre de poursuivre. Il avait dû partir. Mais il avait conservé toute sa documentation, chaque courriel, chaque relevé de facturation, chaque preuve que Dylan lui avait volé. Craig a dit qu'il attendait depuis des années que quelqu'un fasse tomber Dylan. Quand il a appris par un ami commun que le frère de Dylan avait des problèmes avec lui, Craig m'a contacté. Il voulait aider. J'ai demandé à Craig ce qu'il voulait en retour. Il a dit rien. Il voulait juste que Dylan fasse face aux conséquences. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais je n'avais pas d'autres options. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Craig avait dit. Si Dylan avait volé un client, il en avait peut-être volé d'autres. Peut-être qu'il y avait un modèle. Peut-être que je pouvais trouver suffisamment de preuves pour détruire son cabinet d'avocats, de la même manière qu'il essayait de détruire mon entreprise. Le matin, j'ai appelé Brooklyn. Nous étions sortis ensemble à l'université, nous nous étions séparés lorsqu'elle était partie à Chicago pour l'école supérieure. Elle est devenue experte comptable légiste. Nous étions restés amis au fil des ans, échangeant des messages pour les anniversaires et les fêtes. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an, mais j'avais besoin d'aide, et elle était la seule personne à qui je pouvais penser qui pourrait comprendre le côté financier de tout cela. Brooklyn a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai tout expliqué, le prêt, l'échec du cabinet de Dylan, les menaces, l'histoire de Craig. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Puis Brooklyn a dit qu'elle était consternée. Elle a dit que ce que Dylan faisait n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était probablement criminel. Elle a dit que si son cabinet échouait vraiment, il y avait probablement des preuves de crimes financiers quelque part. Mélange de fonds, facturation frauduleuse, quelque chose. Je lui ai demandé si elle pouvait aider. Elle a dit absolument. Elle ne me facturerait rien à l'avance. Si nous trouvions quelque chose d'utile, nous verrions le paiement plus tard. Pour l'instant, elle voulait juste aider. J'ai failli pleurer de soulagement. Brooklyn a dit qu'elle avait besoin d'accéder aux dossiers commerciaux de Dylan. Je lui ai dit que c'était impossible. Elle a dit, peut-être pas, elle a demandé si la femme de Dylan gérait le cabinet. J'ai dit oui. Brooklyn a dit qu'elle avait une idée. Elle créerait une fausse société de conseil, et contacterait Heather, offrant une analyse gratuite de la gestion du cabinet. Les petits cabinets d'avocats étaient en difficulté partout. Heather pourrait mordre à l'hameçon si elle était assez désespérée. Je pensais que c'était un pari risqué, mais Brooklyn a dit que ça valait la peine d'essayer. Elle a passé l'après-midi à construire un faux site web, et une adresse courriel professionnelle. Le lendemain matin, elle a contacté Heather par LinkedIn. Le message était parfaitement rédigé, sympathique, professionnel, offrant de l'aide sans aucune condition. Heather a répondu dans les 24 heures. Elle était intéressée. Elle a dit que le cabinet de Dylan traversait une transition, et qu'il pourrait utiliser une perspective extérieure. Elle a envoyé quelques résumés financiers de base pour l'analyse. Brooklyn m'a appelé ce soir-là. Elle était excitée. Les chiffres n'avaient pas de sens. Dylan déclarait des revenus qui ne correspondaient pas à ses facturations clients. Il y avait des transferts vers des comptes personnels qui n'étaient pas correctement documentés. Des signaux d'alarme partout. Elle avait besoin de dossiers plus détaillés pour prouver quoi que ce soit. Mais c'était le début. Puis le coup suivant a frappé. La banque a appelé. Ils en avaient fini d'attendre. Ils intenteraient un procès contre moi dans 48 heures pour la totalité des 178 000 $, plus les pénalités et les frais de justice. Le total était maintenant de 212 000 $. Une fois qu'ils auraient déposé le procès, il y aurait une hypothèque légale automatique sur mes actifs, ma maison, mon camion, ma part de l'entreprise, tout. J'avais 2 jours. Brooklyn a dit qu'elle travaillerait aussi vite que possible, mais bâtir un dossier prenait du temps. Nous avions besoin de plus de preuves, de plus de victimes, de plus de preuves que Dylan dirigeait son cabinet comme une entreprise criminelle. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre message, cette fois encore sur LinkedIn de Craig. Il a dit qu'il avait passé des appels.
Il avait trouvé 2 autres anciens clients de Dylan qui avaient des histoires similaires. L'une était une femme nommée Patricia, qui avait engagé Dylan pour un cas de divorce. Il avait pris une provision de 40 000 $, puis avait à peine communiqué avec elle, avait laissé passer des délais. Finalement, elle avait dû engager un autre avocat pour nettoyer le désordre. Dylan avait gardé toute la provision. L'autre était un petit entrepreneur nommé Tom. Dylan l'avait représenté dans un différend contractuel. Il avait pris 35 000 $ d'avance. Il avait fait un travail minimal. L'affaire s'était mal réglée. Tom avait demandé un compte rendu de la façon dont sa provision avait été dépensée. Dylan avait envoyé une facture vague, sans détail. Tom avait également déposé une plainte auprès du barreau. Cela n'avait mené à rien. Craig a dit que Patricia et Tom étaient tous deux disposés à me parler. Ils avaient conservé leur documentation. Ils voulaient que Dylan soit tenu responsable. J'ai appelé Brooklyn immédiatement. Elle a dit, c'est énorme. De multiples victimes avec le même modèle signifiaient que nous pouvions bâtir un cas de fraude, mais nous avions toujours besoin des véritables dossiers commerciaux de Dylan. Nous devions prouver qu'il volait systématiquement les clients, et qu'il cachait l'argent. J'ai rencontré Craig, Patricia et Tom. Le lendemain, nous nous sommes assis dans une salle de conférence d'une bibliothèque, étalant des documents sur la table. Le modèle était évident. Dylan prenait de grosses provisions, faisait un travail minimal, gardait l'argent. Lorsque les clients se plaignaient, il les ignorait ou envoyait des fausses factures qui ne correspondaient pas. Il faisait ça depuis au moins 4 ans. Brooklyn a tout examiné. Elle a dit que Dylan n'était pas seulement contraire à l'éthique. Il volait. Et s'il mélangeait les fonds des clients avec des comptes personnels, c'était un crime grave. Les avocats doivent garder l'argent des clients séparés. Si Dylan mélangeait tout, il pourrait perdre sa licence, et faire face à des accusations criminelles. Mais nous avions toujours besoin de preuves. Nous avions besoin de ces dossiers de compte en fiducie. Nous avions besoin de ces véritables états financiers. Nous avions 36 heures avant que la banque ne me poursuive. J'ai décidé d'essayer quelque chose de désespéré. J'ai appelé Dylan. Je lui ai dit que j'avais des preuves de fraude et de vol. Je voulais nous rencontrer juste nous deux, sans avocat. Dylan est resté silencieux un instant. Puis il a ri. Il a dit que je bluffais, mais il a accepté de se rencontrer. Il pensait probablement que je venais supplier. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un restaurant le lendemain matin. Il me restait un jour avant que la banque ne me poursuive. Une chance de faire reculer Dylan, ou une chance de lui faire avouer sur bande. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de répéter ce que j'allais dire, comment j'allais jouer la chose. Brooklyn m'a dit de rester calme. Laissez Dylan parler. Les gens comme lui ne pouvaient s'empêcher de se vanter quand ils pensaient avoir gagné. Le lendemain matin est arrivé trop vite. J'ai conduit jusqu'au restaurant, mes mains moites sur le volant. C'était ça. Tout se jouait sur l'heure suivante. Je suis arrivé au restaurant 15 minutes en avance, je me suis assis dans un box à l'arrière, j'ai commandé un café que je ne pouvais pas boire. J'avais l'estomac noué. Dylan est entré exactement à l'heure, l'air confiant. Il portait un costume coûteux. Ses cheveux étaient parfaits. Il s'est glissé dans le box en face de moi avec un sourire suffisant. Il a demandé si j'étais prêt à arrêter de m'embarrasser, il a demandé si j'avais finalement repris mes esprits. Je n'ai pas répondu. J'ai juste glissé un dossier sur la table. Dylan l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un résumé que Brooklyn avait préparé. Des détails sur Craig, Patricia et Tom, les provisions volées, le modèle de fraude, les preuves que nous avions collectées. Le visage de Dylan a changé. Le smuniès a disparu. Sa peau est devenue pâle. Il a fixé les papiers pendant un long moment. Puis il a levé les yeux vers moi. Sa mâchoire était serrée. Il a demandé où j'avais obtenu ça. Je lui ai dit que j'avais fait mes devoirs, que j'avais parlé à ses anciens clients. Ils avaient été très utiles. Les mains de Dylan ont commencé à trembler. Il a essayé de faire semblant. Il a dit que c'était tous des mensonges, des différends d'honoraires, des malentendus. Chaque avocat avait affaire à des clients mécontents. Je lui ai dit que nous avions la documentation. Des courriels où il promettait un travail qu'il n'avait jamais fait. Des factures qui ne correspondaient pas au relevé de temps,
des relevés bancaires montrant des transferts de son compte en fiducie vers son compte personnel. Cette dernière partie était un bluff. Nous n'avions pas encore ces relevés bancaires, mais je voulais voir sa réaction. Le visage de Dylan est devenu blanc. Il a attrapé le dossier, a essayé de le fermer. Je lui ai dit qu'il y avait des copies. Brooklyn avait tout. Craig aussi. Patricia et Tom aussi. Dylan s'est levé comme s'il allait partir. Je lui ai dit de s'asseoir. Nous n'avions pas fini de parler. J'ai exposé mes conditions. Dans les 24 heures, Dylan contacterait la banque. Il paierait les paiements de prêts manqués. Il refinancerait le prêt en son propre nom, me retirant complètement. Il retirerait toutes les fausses hypothèques légales contre mon entreprise, dont je venais d'apprendre l'existence ce matin-là. Il me laisserait tranquille pour toujours. En échange, je lui donnerais 6 mois pour arranger les choses avec ses anciens clients, avant que nous le signalions au barreau. Dylan s'est rassis. Son visage était rouge maintenant, de colère. Il a dit que je n'avais aucune preuve qui tiendrait au tribunal. Il a dit que j'essayais de l'extorquer. Il a dit qu'il me poursuivrait. Il a dit que je n'avais aucune idée à qui j'avais affaire. Il s'est levé à nouveau, m'a dit que je le regretterais. Il a commencé à marcher vers la porte. Puis la porte s'est ouverte. 2 hommes en costume sont entrés. Dylan s'est arrêté. Ils ont marché droit vers notre box. L'un d'eux a brandi un badge. Unité d'enquête du barreau de l'État. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de parler à Dylan au sujet de certaines plaintes. Le visage de Dylan est passé du rouge au gris. Brooklyn était assise 3 boxes plus loin. Je ne l'avais même pas vue entrer. Elle avait tout enregistré, et elle n'avait pas attendu que mon accord se déroule. Elle avait signalé Dylan au barreau la veille, leur donnant tout ce que nous avions trouvé. Les enquêteurs montaient un dossier pendant que je mettais en place cette réunion. Le téléphone de Dylan a sonné. C'était Heather. Il a répondu, sa main tremblant. Je pouvais entendre sa voix de l'autre côté du box, aiguë et paniquée. Le barreau s'était présenté à son bureau avec un mandat. Il passait au crible ses dossiers, ses enregistrements financiers. Les comptes en fiducie des clients étaient gelés. La nouvelle se répandait déjà. Le journal juridique local en avait eu vent. Dylan s'est assis lourdement. Il avait l'air de vouloir vomir. Les enquêteurs ont demandé s'il voulait bien les accompagner pour répondre à quelques questions. Dylan a hoché la tête. Il m'a regardé pour la première fois. Il n'y avait pas de suffisance, pas de supériorité, juste de la peur. Les enquêteurs l'ont fait sortir. Brooklyn est venue à mon box. Elle s'est assise et m'a serré la main. Elle a dit que le barreau avait agi plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Ils avaient trouvé suffisamment de signaux d'alarme dans les finances de Dylan pour lancer une enquête complète. Ils avaient gelé ses comptes, suspendu sa capacité à prendre de nouveaux clients en attendant le résultat. Mon téléphone a sonné. C'était Trevor, mon avocat. Il avait l'air choqué. La banque venait de l'appeler. Ils retiraient leur procès contre moi. Ils avaient appris l'enquête pour fraude. Ils ne voulaient pas être associés à l'affaire de Dylan. Ils travaillaient pour me retirer complètement du prêt. J'étais libre. Je suis resté assis, incrédule. C'était fini. Juste comme ça. Le monde de Dylan s'effondrait, et le mien était sauvé. Au cours des heures suivantes, d'autres nouvelles sont arrivées. 3 autres anciens clients de Dylan s'étaient manifestés avec des plaintes. Le barreau de l'État élargissait son enquête. L'assureur de responsabilité professionnelle de Dylan était informé. Ils examinaient s'il fallait le laisser tomber. Plusieurs anciens clients intentaient des procès civils. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était stridente. Elle pleurait presque. Elle a demandé ce que j'avais fait. Elle a dit que Dylan était détruit. Son cabinet était fini. Sa réputation était ruinée. Elle a dit que j'avais déchiré la famille. J'ai demandé si elle avait lu les plaintes, si elle savait ce que Dylan faisait. Elle a dit que ça n'avait pas d'importance. C'était la famille. J'aurais dû le protéger. Je lui ai dit que Dylan volait des clients depuis des années. Il avait essayé de ruiner ma vie pour couvrir ses crimes. Il m'avait utilisé comme bouc émissaire. Elle a dit que j'exagérais. Rachel a pris le téléphone. Elle pleurait aussi,
me hurlant dessus, disant que j'avais détruit Dylan par jalousie, que je ne lui avais jamais pardonné d'avoir plus de succès. J'ai raccroché. J'ai bloqué leurs 2 numéros. J'en avais fini. 2 jours plus tard, plus d'informations sont sorties. Le barreau avait trouvé des preuves que Dylan mélangeait les fonds des clients depuis des années, utilisant les provisions de nouveaux clients pour payer les factures d'anciens clients. C'était une structure de système de Ponzi classique. Quand les nouveaux clients ont cessé d'arriver, tout s'est effondré. C'est pourquoi il avait manqué le paiement du prêt. Il ne lui restait plus d'argent. Il dépouillait Pierre pour payer Paul, et il n'y avait plus de Pierre. Le prêt commercial que j'avais co-signé. Une partie de celui-ci avait été financée avec l'argent du compte en fiducie des clients. C'était une violation éthique massive, criminelle. Dylan n'avait même pas juste manqué de rembourser un prêt commercial légitime. Il avait volé l'argent des clients pour démarrer son cabinet. Brooklyn a trouvé plus. Dylan avait gonflé ses revenus sur les demandes de refinancement pendant des années, mentant aux banques sur ses gains. C'était une fraude au prêt. Tout l'empire était construit sur des mensonges et des vols. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était mon père. Sa voix était calme, défaite. Il a dit qu'il avait examiné les dossiers de Dylan. Ma mère lui avait demandé d'aider Dylan à organiser sa défense. Mais ce qu'il avait trouvé l'avait choqué. Il avait vu les preuves. L'argent volé, les mensonges, les fausses factures. Il a dit qu'il n'avait pas su. Aucun d'eux n'avait su. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Mon père a dit que Dylan leur avait menti à tous. Leur avait dit que son cabinet était florissant, qu'il refusait des clients, que j'étais juste jaloux et que j'essayais de le saboter. Ils avaient cru Dylan parce qu'il avait réussi, parce qu'il était l'enfant en or, parce qu'ils n'avaient jamais pensé à le questionner. Mon père a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'ils auraient dû m'écouter. Il a dit qu'il comprendrait si je ne leur pardonnais jamais. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. J'ai raccroché. 2 jours après cela, j'ai reçu un autre appel. Celui-ci de l'avocat testamentaire de mes parents. Son nom était Donald. Il a dit qu'il y avait un problème avec la propriété de l'Ectao. À cause des problèmes juridiques de Dylan, et de sa potentielle responsabilité pénale, tout actif transféré à lui dans les prochaines années pourrait être saisi par des créanciers ou par des victimes dans des procès civils. Transférer la propriété à Dylan maintenant serait imprudent. Cela pourrait être considéré comme une tentative de cacher des actifs. L'avocat recommandait qu'il ne donne la propriété à personne pour le moment. Peut-être la vendre à la place. Mais mes parents avaient posé une question différente. S'ils ne pouvaient pas la donner à Dylan, vaudrait-il mieux me la donner à moi? J'étais propre. Pas de problème juridique, pas de problème de dette. J'avais en fait aidé à exposer les crimes de Dylan. Donald a dit qu'on lui avait demandé de me contacter pour voir si j'étais intéressé. Je suis resté avec cet appel téléphonique pendant longtemps. La propriété de l'Ectao valait environ 800 000 $. Mes parents l'avaient achetée il y a 30 ans pour une fraction de cela. C'était leur lieu de retraite de rêve, et maintenant ils voulaient me la donner. Après tout. J'ai rappelé Donald. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Je ne voulais rien de mes parents. Ni leur propriété, ni leur argent, ni leur tentative motivée par la culpabilité pour arranger les choses. Il a dit qu'il comprenait. Il les informerait. Cette nuit-là, Brooklyn est venue. Nous nous sommes assis sur mon canapé, buvant de la bière, et regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre de mon appartement. Elle m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit que je ne savais pas, soulagé, en colère, triste, tout à la fois. Elle a dit que j'avais fait la bonne chose. Dylan blessait des gens depuis des années. Je l'avais arrêté. Cela comptait. Je lui ai dit que cela ne ressemblait pas à une victoire. J'avais l'impression d'avoir incendié toute ma famille pour me sauver moi-même. Elle a dit, parfois, c'est à ça que ressemble la survie. La semaine suivante a été comme un glissement de terrain. Plus de victimes de Dylan se sont manifestées. L'enquête du barreau s'est élargie. Les nouvelles locales ont repris l'histoire. Un avocat accusé de voler des centaines de milliers de dollars à des clients était une grande nouvelle. Brooklyn et Craig étaient devenus une équipe. Ils documentaient tout, bâtissant un dossier complet.
Ils avaient trouvé un total de 7 victimes. Le montant que Dylan avait volé s'élevait à plus de 400 000 $. Une partie de cet argent, il l'avait dépensé pour sa maison, ses voitures, son style de vie. Une partie avait juste disparu dans des comptes personnels. Rien n'était allé là où il était censé aller. Le prêt commercial que j'avais co-signé n'était qu'une pièce du puzzle. Dylan avait contracté plusieurs prêts en utilisant de fausses informations sur ses revenus. Il avait menti aux banques, aux clients, à tout le monde. Toute sa vie professionnelle était un château de cartes. Puis les accusations criminelles sont tombées. Le bureau du procureur a annoncé qu'il enquêtait sur Dylan pour vol, fraude et détournement de fonds de clients. S'il était reconnu coupable, il pourrait faire face à de la prison. De la vraie prison, pas seulement une radiation, pas seulement des sanctions civiles, de véritables conséquences criminelles. Heather a demandé le divorce. Elle a publié une déclaration par l'intermédiaire de son avocat, disant qu'elle avait été trompée par Dylan. Elle n'était pas au courant des crimes financiers. Elle coopérait avec les enquêteurs. Elle prenait leurs 2 enfants, et retournait vivre avec ses parents dans le Connecticut. La vie parfaite de Dylan se désintégrait. Marcus m'a appelé. Il s'est excusé. Il a dit qu'il avait eu peur, et qu'il avait mal réagi. Il a dit qu'il voulait maintenir notre partenariat, si j'étais d'accord. Je lui ai dit que j'y penserais. Je comprenais sa peur, mais la confiance était difficile à reconstruire. Nous avons convenu de nous reparler dans quelques semaines. Mon entreprise se redressait. Le contrat municipal qui avait été en cours d'examen a été rétabli. Mes clients privés ont recommencé à appeler. Les gens lisaient ce qui s'était passé. Ils comprenaient maintenant que j'avais été la victime, et non le méchant. Ma réputation était restaurée. Mais ma famille était une autre histoire. Ma mère a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux, disant qu'il devait parler, que nous devions trouver comment aller de l'avant. Je n'étais pas prêt pour cette conversation. Rachel m'a envoyé un SMS, un long. Elle s'est excusée pour l'enregistrement édité. Elle a dit qu'elle avait également été manipulée par Dylan. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas la vérité. Je n'ai pas répondu. Son excuse sonnait creux. Elle avait été si rapide à me jeter sous le bus, si désireuse de croire le pire de moi. Cela ne se produisait pas dans le vide. 3 semaines après que tout ait explosé, le barreau a pris sa décision. La licence de Dylan a été suspendue indéfiniment, en attendant le résultat de l'enquête criminelle. Il lui était interdit de pratiquer le droit. Son cabinet était officiellement dissous. Ses anciens clients ont été référés au Fonds de protection des clients de l'État, pour demander le remboursement de l'argent volé. Dylan a emménagé à nouveau chez nos parents. Heather avait tout pris dans la demande de divorce, la maison, les voitures, la garde des enfants. Il ne lui restait rien. Il vivait dans sa chambre d'enfant à 39 ans, faisant face à des accusations criminelles, sa carrière détruite, sa réputation en ruine. J'aurais dû me sentir satisfait. C'était la justice. Il avait essayé de me détruire, et au lieu de cela, il s'était détruit lui-même. Mais surtout, je me sentais juste fatigué et triste. C'était mon frère. Je l'avais admiré quand nous étions enfants. J'avais voulu son approbation, son respect. Au lieu de cela, j'avais eu la trahison et la cruauté, et maintenant j'avais joué un rôle pour le faire tomber. Brooklyn m'a rappelé que je n'avais pas détruit Dylan, il s'était détruit lui-même. J'avais juste refusé de le laisser m'entraîner avec lui. Il y avait une différence. 1 mois après la décision du barreau, mon père a rappelé. Il a demandé si je voulais venir dîner. Juste lui et ma mère. Pas de Dylan, pas de Rachel. Il a dit qu'ils avaient besoin de me parler, qu'ils avaient besoin d'expliquer certaines choses. J'ai accepté. J'ai conduit jusqu'à leur maison un dimanche soir. C'était étrange de franchir cette porte. La dernière fois que j'y étais allé, c'était la nuit où Dylan m'avait humilié au dîner. La nuit où tout cela avait commencé. Cela semblait remonter à des années. Mes parents étaient dans le salon. Ils avaient tous les deux l'air plus âgés, fatigués. Ma mère avait pleuré. Mon père s'est levé quand je suis entré. Il m'a serré dans ses bras. Cela m'a surpris. Nous n'étions pas une famille qui se faisait des câlins. Nous nous sommes assis. Ma mère a commencé à parler. Elle a dit qu'ils avaient été aveugles. Ils avaient favorisé Dylan toute sa vie,
l'avaient mis sur un piédestal, avaient trouvé des excuses pour lui. Ils avaient fait de même avec Rachel. Mais avec moi, ils avaient été critiques, dédaigneux. Ils avaient traité mes réalisations comme si elles n'avaient pas d'importance parce que je n'avais pas suivi leur chemin préféré, école de droit, diplôme supérieur, carrière professionnelle. J'avais choisi une route différente, et ils m'avaient puni pour cela. Elle a dit qu'ils étaient désolés. Elle a dit qu'ils avaient échoué en tant que parents. Elle a dit qu'ils comprendraient si je ne pouvais pas leur pardonner. Mon père a dit qu'il parlait à un thérapeute familial, essayant de comprendre comment les choses étaient devenues si brisées. Le thérapeute les avait aidés à voir des schémas auxquels ils étaient aveugles depuis des décennies. L'enfant en or, le bouc émissaire, la dynamique familiale qui avait tout empoisonné. Il a dit qu'il voulait faire mieux. Il voulait reconstruire, mais il comprenait que cela prendrait du temps. Il comprenait que je pourrais ne pas vouloir essayer. Je suis resté assis, écoutant. Une partie de moi voulait leur crier dessus, énumérer chaque fois qu'ils avaient choisi Dylan au lieu de moi. Chaque fois qu'ils avaient ri à mes dépens, chaque fois qu'ils m'avaient fait sentir que je n'étais pas assez bien, mais une autre partie de moi était juste épuisée. Crier ne réparerait rien. Cela ne changerait pas le passé. Je leur ai dit que j'appréciais les excuses. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps. Je n'étais pas prêt à faire semblant que tout allait bien, mais je ne les coupais pas complètement non plus. Nous irions lentement, nous verrions comment les choses se passeraient. Ils ont hoché la tête. Ils ont dit qu'ils comprenaient. Alors que je partais, ma mère a demandé si je viendrais à Thanksgiving. C'était dans 2 mois. Elle a dit que ce serait juste la famille. Dylan serait là, Rachel aussi. Mais si je venais, il ferait comprendre que certains comportements n'étaient plus acceptables. Pas de blague à mes dépens. Pas de mépris pour ma vie. Un vrai respect. Je lui ai dit que j'y penserais. En rentrant chez moi, j'ai senti quelque chose changer. Pas le pardon. Exactement. Pas la confiance, mais peut-être le début de l'acceptation. Ma famille m'avait fait du mal. Ils m'avaient manqué de façon fondamentale, mais ils essayaient de le reconnaître. C'était quelque chose. Pas assez, mais quelque chose. Brooklyn m'attendait à mon appartement quand je suis rentré. Je lui avais donné une clé une semaine plus tôt. Nous passions la plupart de nos nuits ensemble, retombant dans de vieux schémas, de vieux sentiments. Cela semblait juste d'une certaine manière. Rien n'avait semblé juste depuis des années. Elle a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai parlé des excuses, de la thérapie, de l'invitation à Thanksgiving. Elle a demandé ce que j'allais faire. J'ai dit que je ne savais pas encore. Elle a dit que quoi que je décide, elle me soutiendrait. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Il y a 2 mois, j'étais le bouc émissaire de la famille, le mouton noir, l'échec. J'avais été piégé par un prêt que je n'aurais jamais dû signer. Mon entreprise était menacée. Ma réputation était détruite. Je n'avais pas d'alliés, et pas d'issue. Maintenant, Dylan était celui qui faisait face à la ruine. J'étais libre. Mon entreprise était en croissance. J'avais Brooklyn. J'avais de vrais amis qui m'avaient soutenu. Craig, qui m'avait contacté quand il n'avait rien à gagner. Trevor, qui m'avait aidé à naviguer dans le labyrinthe juridique. Marcus, qui s'était excusé et voulait reconstruire. Patricia et Tom, qui avaient été assez courageux pour se manifester. J'avais perdu ma famille, ou du moins la version de la famille avec laquelle j'avais grandi. Mais peut-être que ce n'était pas une perte. Peut-être que c'était la liberté. Thanksgiving est arrivé. J'ai décidé d'y aller. Brooklyn est venue avec moi. J'ai dit à mes parents à l'avance que je l'amenais. Ils ont dit, bien sûr. Ils semblaient sincèrement heureux que je sois là. Nous sommes arrivés à leur maison à 2 heures de l'après-midi. La voiture de Dylan était déjà dans l'allée. Celle de Rachel aussi. Mon estomac s'est serré. Brooklyn m'a serré la main. Nous sommes entrés ensemble. La maison sentait la dinde et la farce. Ma mère était dans la cuisine. Elle m'a serré dans ses bras quand nous sommes entrés. Elle a aussi serré Brooklyn dans ses bras. Mon père était dans le salon. Il m'a serré la main, a souri. Une chaleur sincère dans ses yeux. Dylan était sur le canapé. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids. Son visage était tiré.
Il avait des cernes sous les yeux. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Rachel était assise sur une chaise près de la fenêtre. Elle m'a fait un sourire contraint. Il n'atteignait pas ses yeux. La fille de Dylan, Emily, a couru vers moi. Elle avait 8 ans, les cheveux blonds en couette. Elle a serré mes jambes, et a demandé où j'étais. Elle a dit que je lui manquais au dîner de famille. Ma gorge s'est serrée. Je lui ai dit que j'étais occupé par le travail. Nous nous sommes assis pour le dîner. La table était bien mise. Ma mère avait fait tous les plats traditionnels. Dinde, purée de pommes de terre, casserole de haricots verts, sauce au canneberge. Pendant un moment, tout le monde a juste mangé en silence. C'était gênant, lourd. Puis Émilie a posé la question qui a tout ouvert. Elle m'a regardé avec ses grands yeux innocents, et a demandé pourquoi je ne venais plus aux événements familiaux. Pourquoi je n'étais jamais là. La table est devenue silencieuse. Tout le monde a arrêté de manger. Ma mère a semblé paniquer. Mon père a fixé son assiette. Le visage de Dylan est devenu rouge. Rachel a regardé ailleurs. J'aurais pu mentir. J'aurais pu inventer quelque chose de facile. Mais j'en avais fini avec les mensonges faciles. J'ai regardé Emily, et j'ai parlé doucement. Je lui ai dit, parfois, les gens dans les familles se font du mal. Et quand cela arrive, tu dois te protéger. Cela ne veut pas dire que tu arrêtes de les aimer, mais tu dois t'aimer toi-même plus. Tu dois choisir ta propre paix et ta sécurité en premier. Ma mère a commencé à dire quelque chose. Mon père a posé sa main sur son bras. Elle s'est arrêtée. Dylan a fixé son assiette. Ses mains tremblaient. Les yeux de Rachel étaient humides. Mon père s'est éclairci la gorge. Il m'a regardé et a dit doucement, « Nous aurions dû t'écouter. Nous aurions dû te protéger. Je suis désolé. » Ce n'étaient pas des excuses complètes. Ce n'était pas tout ce dont j'avais besoin, mais c'était quelque chose. C'était une reconnaissance. C'était la première fois que mon père validait ma douleur devant toute la famille. Le reste du dîner a été calme, mais moins tendu. Emily a bavardé à propos de l'école. Ma mère a posé des questions à Brooklyn sur son travail. Mon père a parlé d'un documentaire qu'il avait regardé. Des choses normales, des choses de surface, mais il y avait une compréhension sous-jacente à tout cela. Les choses avaient changé. Les anciennes dynamiques étaient brisées. Ce qui venait ensuite était incertain. Après le dîner, j'ai dit à mes parents que je viendrais aux futurs événements, mais seulement sous certaines conditions. Ils devaient reconnaître que ce que Dylan avait fait était mal. Ils devaient arrêter de s'attendre à ce que je fasse semblant que ce n'était pas arrivé. Ils devaient me traiter avec respect. Pas comme le mouton noir. Pas comme l'échec de la famille, mais comme un égal. Ils ont accepté. Ils ont dit qu'ils essaieraient. Ils ont dit que ce serait un processus. J'ai dit que je savais. J'ai dit que j'étais prêt à essayer s'il l'était. Nous en sommes restés là. En rentrant avec Brooklyn, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être des années. Elle m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit que je me sentais libre. J'avais passé 32 ans à essayer de gagner l'amour de personnes qui n'allaient jamais le donner librement. Je pensais que si j'étais assez utile, assez réussi, assez silencieux quand ils se moquaient de moi, ils verraient enfin ma valeur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La vraie famille, les gens qui comptent vraiment, ils voient votre valeur sans que vous ayez à la prouver. Ils ne vous font pas gagner le respect de base et la gentillesse. Dylan n'a pas seulement essayé de voler mon argent. Il a essayé de voler ma dignité, ma réputation, tout ce que j'avais construit. Et il a presque réussi parce que j'opérais toujours selon les anciennes règles. Les règles qui disaient que la loyauté familiale signifiait absorber leur cruauté et leur silence. Les règles qui disaient que j'étais censé me sacrifier, pour que les enfants en or puissent briller. Au moment où j'ai riposté, j'ai perdu presque tout le monde. Et ce n'était pas grave, parce que ce que j'avais perdu n'était pas réel au départ. Vous ne pouvez pas perdre quelque chose que vous n'avez jamais vraiment eu. J'ai appris que se protéger n'est pas une trahison. Établir des limites n'est pas de la cruauté. S'éloigner des gens qui vous blessent n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Certaines familles sont liées par l'amour et le respect. D'autres sont liées par l'obligation et la culpabilité. J'ai finalement compris la différence,
et j'ai choisi de construire quelque chose de mieux. Dylan est toujours mon frère. Mes parents sont toujours mes parents, mais ils ne sont plus le centre de mon univers. Je le suis, ainsi que les gens qui m'aiment vraiment. C'est Brooklyn, Craig. Les amis qui m'ont soutenu, les employés qui dépendent de moi, les clients qui me font confiance, c'est ma famille maintenant. Et cette réunion à laquelle ils ne voulaient pas que j'assiste, j'en ai organisé une moi-même, remplie de gens qui voulaient vraiment que je sois là. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Parfois, la famille dont vous avez besoin n'est pas celle dans laquelle vous êtes né. Parfois, vous devez la construire vous-même, une relation honnête à la fois. Et quand vous le faites, vous réalisez que vous n'avez jamais été le problème. Vous étiez juste dans la mauvaise pièce. Je suis sorti de ce dîner il y a 6 mois avec rien d'autre que l'humiliation. Aujourd'hui, j'ai tout ce qui compte vraiment. C'est drôle comment ça marche. La réunion est quand je le dis, et tout le monde là-bas veut vraiment que je me montre. 6 mois plus tard, mon entreprise était florissante. Marcus et moi avions reconstruit notre partenariat sur des bases plus solides. Nous avions embauché 3 nouveaux employés. Nous avions décroché 2 contrats commerciaux majeurs. Le projet de rénovation scolaire qui avait été en cours d'examen est devenu l'un de nos projets phares. Le bouche-à-oreille amenait de nouveaux clients chaque semaine. Brooklyn et moi avons emménagé ensemble, avons pris un appartement avec de grandes fenêtres et assez de place pour que nous puissions tous les deux travailler à la maison quand nous en avions besoin. Elle avait lancé son propre cabinet d'expertise comptable légiste, spécialisé dans la découverte de fraudes financières. Elle avait plus de travail qu'elle ne pouvait en gérer. Dylan vivait toujours chez nos parents. Les accusations criminelles suivaient lentement leur cours. Son avocat négociait un accord de plaidoyer. Il éviterait probablement la prison, mais devrait faire restitution à ses victimes, rembourser ce qu'il avait volé. Il ne pratiquerait plus jamais le droit. Sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Je n'en tirais aucun plaisir. C'était juste la réalité. Les actions ont des conséquences. Il avait passé des années à voler et à mentir. Maintenant, il en payait le prix. Rachel et moi nous parlions occasionnellement. Elle s'était excusée plusieurs fois. Elle avait dit qu'elle s'était trompée. Elle avait dit qu'elle avait été prise dans les mensonges de Dylan, et qu'elle avait été trop rapide à me juger. Nous travaillions à reconstruire la confiance lentement, prudemment, mais au moins nous essayions. Mes parents et moi dînions une fois par mois, parfois chez eux, parfois au restaurant. Nous parlions de choses sur le travail, la météo, le sport. Nous n'allions pas dans les choses profondes. Peut-être que nous le ferions un jour, peut-être pas. Mais la relation était civile, respectueuse. C'était suffisant pour l'instant. La propriété de l'Ectao, ils l'ont vendue. Ils ont utilisé une partie de l'argent pour aider Dylan à payer ses victimes. Ils ont utilisé le reste pour leur retraite. Ils m'avaient proposé de m'en donner une partie. J'ai refusé. Je ne voulais pas de leur argent. Je n'en avais pas besoin. Mon entreprise allait bien. Je bâtissais ma propre richesse, mon propre héritage. Craig et moi sommes restés en contact. Il était devenu un ami. Nous déjeunions ensemble toutes les quelques semaines. Nous parlions d'affaires, de vie, de sport. Il avait trouvé la paix en sachant que Dylan avait fait face aux conséquences. La justice comptait pour lui. Elle comptait pour moi aussi. En y repensant, je pouvais voir à quel point j'étais passé près de tout perdre. Si Brooklyn n'avait pas aidé, si Craig n'avait pas tendu la main. Si j'avais signé cet accord de prise en charge de prêt. Si j'avais laissé Dylan et ma famille me harceler jusqu'au silence. Tout ce que j'avais construit aurait disparu. Mais je n'ai pas laissé cela arriver. J'ai riposté. J'ai trouvé des alliés. J'ai exposé la vérité. Et j'ai survécu. Plus que survécu. J'ai construit une vie dont j'étais fier. Une vie entourée de gens qui se souciaient vraiment de moi. Des gens qui voyaient ma valeur sans que j'aie à la prouver chaque jour. C'est la leçon que j'ai retenue. C'est ce que je voulais partager. Vous ne devez votre autodestruction à personne. Ni à votre famille, ni à vos amis, ni à qui que ce soit. Si quelqu'un exige que vous vous immoliez pour le réchauffer, partez. Laissez-le trouver sa propre chaleur. Protégez votre propre flamme. La famille est censée être une source de soutien et d'amour. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est une source de douleur et d'obligation.
Et quand cela arrive, vous avez le droit de vous choisir, d'établir des limites, de vous éloigner si nécessaire. Je n'ai pas déchiré ma famille. Dylan l'a fait lui-même. J'ai juste refusé de le laisser m'entraîner avec lui. Il y a une différence. Et à tous ceux qui vivent quelque chose de similaire, qui ont affaire à des membres de leur famille qui les utilisent, qui les manquent de respect, qui les traitent comme s'ils étaient inférieurs, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas dramatique. Vos sentiments sont valides. Vos limites sont nécessaires, et s'éloigner est parfois la chose la plus saine que vous puissiez faire. Vous méritez des gens dans votre vie qui célèbrent vos succès au lieu de les minimiser. Qui vous soutiennent dans les moments difficiles au lieu de vous enfoncer quand vous êtes à terre. Qui voient votre valeur sans que vous ayez à la prouver constamment. Si votre famille d'origine ne vous donne pas cela, construisez une famille choisie. Trouvez vos gens. Ceux qui se manifestent. Ceux qui écoutent. Ceux qui vous soutiennent. Ce sont les relations qui comptent. Ce sont celles pour lesquelles il vaut la peine de se battre. J'ai passé des décennies à croire au mensonge selon lequel le sang est plus épais que l'eau. Que la loyauté familiale signifiait une tolérance sans fin pour la cruauté. Je croyais que j'étais le problème. Trop sensible, trop dramatique, trop excessif. Mais je ne l'étais pas. J'étais juste entouré de gens qui bénéficiaient du fait que je le croyais. Des gens qui avaient besoin d'un bouc émissaire pour se sentir supérieurs. Me libérer de cela a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, et la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai la paix maintenant. Une vraie paix. Pas la fausse paix qui vient de faire semblant que tout va bien, mais la paix profonde qui vient de vivre authentiquement, d'être entouré d'amour et de respect véritable. Cela vaut plus que n'importe quel héritage, plus que n'importe quelle approbation familiale, plus que de s'intégrer dans un rôle qui n'était pas fait pour moi.